Au cours de cette émission, vous entendrez un entretien avec Paul Claudel à l'occasion de la création du livre de Christophe Colomb, de Paul Claudel, au Festival de Bordeaux. Le triomphe de la compagnie Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault, dans le livre de Christophe Colomb, de Paul Claudel, a couronné triomphalement le Festival de Bordeaux. J'ai eu la chance et le bonheur d'assister à la première représentation le 21 mai. La seconde représentation a, si je ne me trompe, été transmise en direct, et j'imagine qu'un grand nombre d'entre ceux qui m'écoutent ce soir l'ont entendu. Aujourd'hui, mon propos n'est point de raconter cette représentation, mais seulement d'ajouter quelques commentaires et quelques lectures à l'entretien que Paul Claudel a bien voulu m'accorder, entretien qui a été enregistré par des moyens de fortune dans la chambre d'hôtel qu'occupait l'illustre poète. Le livre de Christophe Colomb, rappelons-le, a été composé au château de Brangues en quelques semaines, juillet-août 1927, 3 années après le Soulier de satin. La pièce avait été commandée par Max Reinhardt, le grand metteur en scène allemand, mais cette commande ne fut au fond qu'une occasion, non une cause. Claudel portait depuis longtemps son sujet, depuis l'enfance. À considérer les choses du dehors, on doit remarquer que la commande de Reinhardt, transmise par le peintre catalan José Maria Sert, permettait à Claudel de donner corps à la notion de spectacle total. Entendons par là un spectacle où tous les moyens d'expression, de représentation et de suggestion conjuguent leurs effets pour séduire, émouvoir, fasciner, enchanter et purifier le spectateur. La parole d'abord sur les modes narratifs et dramatiques, les moyens plastiques, décors, costumes, danse, mimique, la musique, orchestre et chœur, le cinéma qui permet d'agrandir l'espace scénique et de figurer la part du spectacle que l'imagination seule pouvait concevoir. Enfin, la lumière. La lumière qui, ici, joue un rôle très important, la lumière qui transfigure, qui métamorphose le décor comme une musique visible et silencieuse. Dans un espace réduit et dans un seul décor, une action dramatique se déploie sur plusieurs plans du temps, si j'ose ainsi parler, le temps de l'histoire même de Colomb, celui de la légende, c'est-à-dire tel que cette histoire transposée par la mémoire collective a transformé l'histoire elle-même, celui de l'éternité enfin, ou du moins ce que Claudel appelle le paradis de l'idée. Ce que j'ai particulièrement admiré, c'est que le triomphe du metteur en scène, Jean-Louis Barrault, n'ait pas été conquis contre le texte du poète ou en dépit du texte. En fait, le metteur en scène s'est montré rigoureusement fidèle au texte de Claudel, dont il a su réaliser toutes les intentions. Mais ces questions purement techniques ne sont ni de mon ressort ni dans mon sujet. Ce qui m'intéresse dans ce livre de Christophe Colomb, c'est Claudel lui-même. C'est la manière dont le personnage de Colomb est lié à tous ses héros en tant qu'il est une projection du poète lui-même et de sa situation historique. C'est donc la signification ensemble universelle et, si j'ose dire, confidentielle du personnage. Dans les premières lignes du livre, l'explicateur présente Christophe Colomb et précise cette signification universelle et ce qui fait que chacun de nous peut voir dans sa destinée une figure magnifiée de la sienne propre. L'explicateur. Je prie le Dieu Tout-Puissant afin qu'il me donne lumière et compétence pour vous ouvrir et expliquer le livre de la vie et des voyages de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et ce qui est ultra. Car c'est lui qui a réuni la terre catholique et en a fait un seul globe au-dessous de la croix. Je dis, la vie de cet homme prédestiné,
dont le nom signifie colombe et porte Christ, tel que cela s'est passé, non pas seulement dans le temps, mais dans l'éternité. Car ce n'est pas lui seulement, ce sont tous les hommes qui ont la vocation de l'autre monde et de cette rive ultérieure que plaise à la grâce divine de nous faire atteindre. Mais il est peut-être temps, penserez-vous, d'interroger le poète. Claudel, dont les 85 ans supportent gaillardement les épreuves de la gloire et de la gastronomie bordelaise, me reçoit dans sa chambre de l'hôtel Splendide. Il vient de faire la sieste. Tout à l'heure, après la représentation, il dira, après avoir gravi un escalier, « C'est beau la gloire. Malheureusement, ça ne rend pas le souffle. » Comme d'habitude, aucun questionnaire n'a été préparé. Le Christophe Colomb dont vous parlez, est-ce le Christophe Colomb de l'histoire et de la légende, ou est-ce le Christophe Colomb de Paul Claudel? Je suis persuadé qu'au fond de Christophe Colomb, il n'y a pas eu une idée réalisée, il y a eu surtout une passion, une violence. Il y a eu quelque chose dans le cœur de cet homme qui était avant tout un chercheur, un passionné de l'ultra, de ce qui est au dehors, encore plus qu'un marin. Il y a eu une espèce de passion de l'horizon, n'est-ce pas, une espèce de désir forcené de ce qui est au-delà. Comment cet au-delà se formulait-il dans sa pensée? Était-ce l'Antilia des anciens géographes? Était-ce les légendes qui circulaient dans tout le monde des navigateurs à ce moment-là sur une terre qui était vers l'ouest? Ou était-ce davantage l'idée de rejoindre la Cipangu fabuleuse dont parlait Marco Polo et l'idée de compléter l'univers? Toutes ces idées-là, à mon avis, n'étaient pas complètes dans l'esprit de Christophe Colomb, mais je crois que tout de même que cependant, l'idée de compléter la Terre, l'idée de faire la boucle, d'arriver par le couchant au levant, était cependant l'idée essentielle et fondamentale de Christophe Colomb. Mais moi, comme écrivain, comme poète, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce désir forcené d'autre chose, d'aller au-delà, de passer une limite. C'est celle-là qui m'intéressait, c'est celle que j'ai essayé de réaliser dans Christophe Colomb. Oui, mais cette passion de Christophe Colomb, justement, il m'avait bien paru la reconnaître dans la passion de Tête d'Or qui l'a précédée. Et vers l'ouest, c'est parmi les derniers mots de Tête d'Or. La limite, notre effort à arriver à sa limite vaine, se défait lui-même comme un pli. L'effort de Tête d'Or se défait, mais il semble bien que Christophe Colomb, lui, poursuive cet effort jusqu'à une limite que Tête d'Or n'avait pas atteinte. Ce que vous dites est très juste, est en effet mon idée fondamentale. D'ailleurs, cette idée n'est pas uniquement la mienne, elle est l'idée de tout le 19e siècle. Tous ces émigrants qui allaient vers l'Amérique pendant tout le 19e siècle et qui ont colonisé l'Amérique du Nord et qui a été animés de ce que les Américains appellent l'esprit de frontière. C'était évidemment des successeurs de Christophe Colomb, eux aussi, qui essayaient d'aller plus loin et à la fois pas poussés par la haine de ce qu'ils laissaient derrière eux et par la passion de ce qu'il y avait en avant, n'est-ce pas? Toute l'Amérique a été colonisée avec cet esprit de frontière dont je vous parle. Et de même, quand les navigateurs français sous les ordres de Jacques Cartier ont découvert le Saint-Laurent, c'était également avec l'idée d'arriver à ce qu'ils croyaient être la Chine, et ce qui était simplement ce grand bassin des lacs intérieurs de l'Amérique dont ils ont été les découvreurs et les apporteurs à l'humanité. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous avez un peu échappé à ma question. Ma question était beaucoup plus indiscrète. Parce que si j'ai rappelé Tête d'Or, l'homme de l'aventure, c'est parce que vous étiez l'homme de l'aventure et vous l'êtes resté. Mais vous êtes aussi l'homme de l'aventure intérieure. Cette conquête n'est pas seulement la conquête de l'espace géographique, elle est surtout la conquête et la découverte d'un monde intérieur qui était celui
que vous deviez créer comme poète et des difficultés que vous pouviez rencontrer sur cette voie particulièrement dangereuse et douloureuse. Oui. Eh bien, ce que vous dites est très fin et très juste, en effet. Et en effet, toute ma vie a été passée à la conquête d'un monde postérieur, si vous voulez, aux idées que j'avais étant jeune. Mais ce que vous dites me rappelle un mot de Chesterton. Chesterton parle d'un navigateur qui passe toute sa vie justement dans une entreprise de découverte comme Christophe Colomb. Et enfin, il arrive à découvrir un pays qui réalise tous ses rêves et vers lequel toute sa pensée était orientée. Et ce pays n'était autre que le sien. C'est ce qui m'est arrivé avec Christophe Colomb, puisqu'avoir parcouru le monde entier, j'ai fini par découvrir le mien propre, n'est-ce pas, et à y faire mon séjour. Oui, mais dans votre propre histoire, Christophe Colomb occupe une place très particulière et qui est datée, puisqu'il est daté de 1927. Et je ne vous rappellerai pas votre pièce, je vous le rappellerai que, tout à fait au début, celui que vous appelez Christophe Colomb II, le Christophe Colomb de la légende, est appelé par le cœur, qui lui dit « Nous sommes la postérité, viens voir ce que tu as découvert sans le savoir, prends ta place, prends ton trône, ici nous te comprenons, il n'y a qu'un seul pas à faire pour être avec nous, simplement cette étroite limite qui s'appelle la mort. » Et il me semblait reconnaître dans ces mots quelque chose de plus subjectif, comme une confidence que vous faisiez ou que vous vous faisiez à vous-même à travers le personnage de Christophe Colomb. Il n'y a pas de doute que l'idée de partir, l'idée de m'arracher à ma famille, enfin ouais, à tous les miens, est une des idées fondamentales que j'ai eues pour des raisons différentes, des idées à la fois négatives et positives, comme vous le disiez. Le milieu où j'ai été élevé ne me plaisait pas et j'avais l'idée de quelque chose au dehors, mon Dieu, que j'ai fini par rencontrer, comme je vous le dis, n'est-ce pas, par trouver. Mais dans ce personnage de Christophe Colomb, qui est à la fois jugé et qui se juge lui-même, notamment dans la scène où il est avec sa conscience, ne pouvons-nous pas retrouver comme une trace de ce que pouvait être l'état d'esprit de Claudel au moment où il l'écrivait? On n'avait pas encore beaucoup joué votre théâtre. Le soulier de satin avait été accueilli pour Gide, vous savez bien, par la fameuse parole consternant. Ouais. Et parole de Gide. Oui, mais oui, mais cette mécompréhension, est-ce qu'elle ne pesait pas sur vous à cette époque-là? J'avais été élevé par Mallarmé dans de tels principes qui, après tout, ont peut-être quelque chose de vrai, mais enfin, qui était tout de même exagéré, que l'idée du moment où un homme avait un certain talent, où il avait quelque chose à dire, il était absolument certain de trouver l'incompréhension universelle. C'était pour ainsi dire un dogme qui s'imposait à moi, comme je crois il s'est imposé à Valéry et à beaucoup de jeunes gens de mon espèce. Du moment où on voulait faire œuvre d'art, il ne fallait penser à rien d'autre et se considérer absolument comme perdu pour l'humanité. Il y avait quelque chose d'enfantin et d'assez ridicule dans cette idée-là, mais enfin c'était la mienne et c'était celle de tous ceux qui ont subi l'influence de Mallarmé. Alors je n'avais jamais eu l'idée que mon œuvre pourrait avoir un succès quelconque ou rencontrer une audience quelconque parmi mes contemporains. Cette idée-là ne m'est venue que très lentement et beaucoup plus tard, avec la contradiction que les événements heureusement y ont apporté. Mais jusqu'à l'âge de 40 ou 50 ans, il ne m'est jamais venu à l'idée que mes pièces pouvaient rencontrer une audience quelconque dans le public français. Ça, je vous dis pas très sincèrement. Mais je l'espère bien, mais est-ce que vous en étiez malheureux? Aucunement, non. Aucunement. Pourtant, Christophe Colomb, lui, est malheureux dans la pièce. Il est malheureux surtout parce que cette audience du public ou des pouvoirs constitués l'empêche de continuer sa recherche, n'est-ce pas? Ce n'est pas d'être accueilli, d'être nommé amiral
par le roi d'Espagne ou tous les autres titres qu'il a reçus, qu'il ne faut pas oublier tout de même. Ce qui le rend fou, c'est l'idée qu'il a touché quelque chose et qu'il n'a pas pu aller plus loin, n'est-ce pas, que le bateau lui a craqué sous les pieds et qu'il a été impossible qu'il aille plus loin dans sa recherche. C'est ça dont il accuse l'humanité et dont il se plaint dans des termes pathétiques que rapporte la pièce, n'est-ce pas? Parce que les derniers mots de Christophe Colomb sont authentiques, ce sont ceux qu'on trouve dans sa correspondance. Quand il dit que le malheur tombe sur moi, les deux phrases qui terminent la pièce sont bien authentiques, elles se trouvent dans sa correspondance. Et ce que Christophe Colomb regrettait, c'est beaucoup moins le succès temporel qu'il avait reçu que l'impossibilité de continuer son œuvre. Oui. Qu'il était obligé de laisser à d'autres comme Amerigo Vespucci, comme Cabral, etc. Oui, mais là, c'est pour ainsi dire Christophe Colomb couronné, c'est Christophe Colomb à la fin de son aventure. Ce dont je parlais, est précédent. C'est au moment où Christophe Colomb, qui est tout de même représenté, qui représente tout de même l'homme de génie parmi les hommes, qui rencontre forcément cette incompréhension et qui se juge lui-même parce que cette œuvre qu'il doit accomplir ou qu'il doit découvrir, il la découvre, pour ainsi dire, à son corps défendant, il paie cette découverte de ses propres souffrances, mais il la paie beaucoup plus encore des souffrances d'autrui, de ceux qui lui sont proches, de ceux qu'il est obligé de sacrifier et de fouler sous ses pieds. Vous avez mis un mot qui n'est pas tout à fait exact, je crois. C'est pas homme de génie qu'il faut appeler Christophe Colomb, c'est homme de désir. C'est le nom que l'ange dans le livre de Daniel donne au prophète Daniel. Nous en revenons toujours à ce que je vous disais au commencement, cette espèce de passion de ce qu'il y a au-delà, de ce qui est au-delà de l'horizon, qui en somme a constitué Christophe Colomb. Et je ne crois pas qu'à aucun moment Christophe Colomb ait eu de véritables remords de toutes les conséquences fâcheuses pour l'humanité qu'entraînait sa découverte. Je crois qu'il s'y résignait avec plus ou moins de facilité, mais pour lui, avant tout, il sentait qu'il était fait pour une seule chose, qui était la découverte de quelque chose de ce qui est au-delà. Quant aux moyens à employer, quant aux conséquences que cette découverte entraînait, je dirais que ça lui était relativement indifférent. Ce qu'il voulait en réalité, c'était remplir sa vocation, c'était être Christophe Colomb, c'était la transformation du Christophe Colomb I dans le Christophe Colomb II, si vous voulez. Oui, et d'ailleurs, lorsque vous faites apparaître la mère de Christophe Colomb, la femme de Christophe Colomb, enfin tous ceux que la vocation de Christophe Colomb l'a obligé de sacrifier, il n'a qu'un mot pour leur répondre. Je suis Christophe Colomb. Oui, oui. C'est l'histoire, en somme, de tous les grands hommes qui ont apporté quelque chose de nouveau dans l'humanité. C'est l'histoire de Wagner, c'est l'histoire de Michel-Ange, enfin tous les hommes qui ont apporté quelque chose de nouveau. C'est on peut dire, en passant sur le corps de beaucoup d'innocents et en faisant quelquefois, malheureusement, beaucoup de mal. J'ai été peut-être inspiré à ce sujet ou éclairé à ce sujet par la longue fréquentation que j'ai eue avec Auguste Rodin. Comme vous savez, Auguste Rodin avait la passion de son art, il était décidé à le réaliser et il n'a pas craint de faire beaucoup de mal pour arriver à ce résultat. Oui, mais est-ce que vous avez, vous, le sentiment aussi d'avoir été obligé de faire beaucoup de mal pour arriver à ce résultat? Peut-être en échoué un peu, mais peut-être pas autant qu'il aurait fallu. Étrange confidence et combien révélatrice. Dans la bouche de celui qui, comme Colomb lui-même, a accompli sa vocation, mais qui demeure ferme, en dépit de la gloire, de la fortune et du succès, qui demeure attentif à la voix inexorable et douce de sa vocation, qui demeure insatisfait et insatiable. Mais écoutons Christophe Colomb. Que c'est beau la mer, que c'est bon entre mes bras la terre ronde, que c'est beau le chemin vers l'Occident,
Qui me donnera tout cet or là-bas pour que j'y enfonce les mains? Ah, combien de temps encore tarderai-je à suivre l'appel de ce soleil qui m'invite à le suivre, au lieu d'errer misérablement de port en port, picorant ma nourriture çà et là à la manière des oiseaux de mer? Quand m'engagerai-je enfin tout droit sur cette route royale? Quand mettrai-je la main sur l'Inde? Quand foulerai-je d'un monde jusqu'à l'autre ce tapis de pourpre que le soleil couchant déroule sous mes pieds? Homme de désir, Christophe Colomb parle le même langage que Tête d'Or, l'homme de conquête, le même langage que Rodrigue et Donia Prouès dans le soulier de satin. Un peu apaisé peut-être, moins bouillonnant et moins écumeux, mais emporté par la même violence. Car, écoutons Tête d'Or qui revendique la place du roi dont il va réclamer la tête. Hommes qui êtes ici, entendez. Écoutez-moi, ô vous qui par les oreilles et le trou percé à travers l'os de la tête entendez. Jusqu'ici, ô herbe, vous n'avez entendu que votre propre rumeur. Écoutez l'ordre, écoutez la parole qui dispose. Entends, intelligence. Je suis la force de la voix et l'énergie de la parole qui fait. Enfin, que demandez-vous? Je demande tout. Je vous demande tout afin que vous me le donniez, afin que cette toute-puissance soit la mienne de tout faire et de tout avoir. Car qui fixera les limites de l'intelligence et le lieu où elle est arrêtée, afin qu'elle n'y étende point son bras, que rien dans le monde ne m'échappe, prononçant la parole sacrée. Et comme ce roi brûlant le cœur siège au milieu des poumons qui l'enveloppent, recevant tout le sang en lui et le renvoyant par ses portes, c'est ainsi que la contemplation de mon intelligence fut faite pour s'établir sur un siège monarchique, sur le trône de la mémoire et de la volonté. Je veux régner. Je veux régner, disait Tête d'Or, mais régner sur qui? Régner sur quoi? Régner sur ce monde des confins et d'au-delà des confins qu'il fallait conquérir par le pied, si j'ose dire, et c'est le secret de toute la vie de Claudel, de cette conquête du monde par la connaissance physique, par le corps même, l'œil, la respiration et l'estomac, et aussi de la conquête de ce monde intérieur que la parole du poète devait créer en le proférant, en imitant en quelque manière l'acte créateur de Dieu lui-même. À quel prix cette création? Gide, rappelant Montesquieu, me signalait un jour que, revenant sur le prix que son œuvre avait été payée par d'autres que lui, pensant de nouveau aux souffrances et aux déchirements que l'accomplissement de toute vocation grande impose aux amis, à la famille même de l'artiste, Gide rappelait ce propos de Montesquieu: il en coûte trop cher. Et Claudel, imitant en cela Christophe Colomb, rappelle le caractère impérieux de cette vocation. Il y a dans Christophe Colomb un personnage intérieur qui parle à Colomb lui-même, ce personnage qui est en lui plus lui-même que lui, qui exige, qui commande impitoyablement. C'est ce Christophe Colomb intérieur qui parle et qui lui rappelle que rien ne doit l'arrêter. En ces termes: la volonté de Dieu est ta patrie. La volonté de Dieu est ta patrie. Oui, 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 oui. L'humanité qu'il faut réunir, l'œuvre de Dieu qu'il faut achever. Cette terre que Dieu t'a donnée comme la pomme dans le paradis pour que tu la prennes entre tes doigts, c'est cela qui est ton père et ta mère. Ah, je suis vieux.
mais je sens dans mes veines la même flamme, le même enthousiasme. Tout ce qui m'arrête, tout ce qui m'empêche de partir, tout cela n'est pas ma famille, tout cela n'est pas ma patrie, tout cela est mon ennemi, pour que je le foule sous mes pieds, vers l'ouest. Vers l'ouest. Et le défi au monde, le défi aux forces extérieures et surtout aux forces intérieures, ce sont les derniers mots de Tête d'Or et qui rattachent très directement le personnage de Christophe Colomb, l'un des derniers dans lesquels Claudel, homme de désir, est incarné son propre désir, de tout premier personnage, ce Tête d'Or qui reste si cher à nos souvenirs.